Vous êtes fidèles au rendez-vous et vous avez raison, c'est Exocet sur Rage 102.5. Pendant 1h30, nous allons vous plonger dans l'univers de l'étrange, du bizarre, de l'étonnant, du surprenant, de l'insolite et autres synonymes du même goût. À mes côtés, Thomas, bonsoir. Bonsoir Patrick. Et à la technique, Mika. Salut. Dit Mikaka, dit Michael, dit d'autres synonymes également. Appelez-moi beau gosse. Aussi. Voilà. Donc, dans cette émission, comme je vous le disais, des histoires surprenantes pour débuter, et en dernière partie d'émission, les infos insolites de la semaine, tout ce qui s'est passé d'étrange sur la planète. On en a fait un condensé et on vous le resserre comme ça aux petits oignons. Donc ça sera à la fin de l'émission. Là, pour débuter tout de suite, Thomas va nous raconter une histoire liée au spiritisme, l'histoire des sœurs Fox. L'histoire des sœurs Fox, exactement, et plus précisément donc de Catherine Dicate et de Margaretha Fox. Alors tout l'histoire commence d'abord en 1846, quand des coups dont personne ne peut deviner la provenance commencent à se faire entendre dans la maison d'un certain monsieur Vickman à Hydesville, à New York. Alors une enquête est menée sur l'origine de ces coups. On essaye un petit peu de savoir si c'est simplement pas d'animaux qui seraient des rongeurs, des rats qui seraient en train de taper sous le plancher, et l'enquête n'aboutit à rien. Donc ce monsieur Vickman décide de déménager, et 6 mois plus tard, la famille Fox s'y installe, et c'est là que les choses commencent. Puisque 3 mois se passent à peu près normalement, et puis au fur et à mesure, les nuits commencent à devenir de plus en plus agitées. Alors, au début, c'était le même type de bruit que le précédent propriétaire entendait, des petits frottements, des petits claquements, pas forcément très révélateurs de quelques forces maléfiques dans la maison. Et puis un jour, le sol a commencé à vibrer de toutes parts jusqu'à soulever les lits. En tout cas, c'est le témoignage qu'en font les 2 sœurs, parce que vous verrez par la suite que c'est des sœurs assez intéressantes. Donc voilà, les lits sont littéralement soulevés du sol par la force des coups. Donc les 2 filles au départ sont un peu prises de panique. On est en 1847, et en 1848, donc quasiment 1 an plus tard, plutôt que de subir cette force maléfique, elles décident d'entrer en relation avec elle. Donc elles inventent en fait un code rudimentaire, code qui est encore utilisé par tous les fans de spiritisme de nos jours, puisque le fameux esprit donnait des coups sur le sol. Elles lui disent écoute, c'est simple, si tu veux faire un A tu donnes un coup, si tu veux faire un C 3 coups, etc. Donc voilà, jusqu'à Z 26 coups, un code vraiment de base. Et donc elle lui expose comme ça le principe, et elles s'aperçoivent, toujours d'après leur témoignage, que l'entité leur répond, et leur répond tellement bien qu'elles arrivent même à déterminer à ce moment-là qui est cet esprit. Et donc en fait il s'agit d'une personne décédée dans la maison, et qui a été enterrée dans la maison, dans la cave. D'après son témoignage, il leur donne même le nom, etc. Donc il continue à dialoguer avec lui, et puis des recherches effectivement sont menées au bout d'un certain temps dans la cave, et on trouve effectivement à 1,50 m sous terre les restes d'un être humain. Alors on n'arrive pas à déterminer si c'est un homme ou une femme. En tout cas, c'est clair qu'il y a des ossements humains dans la cave. On comprend très vite que les sœurs Fox, d'après leur témoignage et d'après la preuve accablante qu'elles aient trouvé un cadavre d'après le témoignage de son fantôme, avaient réussi à inventer le code Spirit, tout simplement. C'est lui qui est encore utilisé de nos jours par ceux qui veulent absolument rentrer en communication avec les esprits. Et donc là, des grands shows sont organisés, puisque elles font preuve de leur pouvoir devant des assemblées énormes. Donc elles vont dans des amphithéâtres, dans des universités, prouver qu'elles arrivent à rentrer en communication avec l'au-delà. Donc
à travers de véritables shows, hein, puisque c'est quasiment des shows. On est un petit peu dans la même optique avec le freak show, hein, ces démonstrations de monstres. Voilà, là c'est la démonstration de pouvoir occulte. Donc vraiment, voilà, ça ramasse beaucoup de monde, et dans une période en plus de l'histoire où effectivement tous ces sujets passionnent les gens, et donc ça rassemble comme ça des foules, et elles font une démonstration de leur pouvoir devant des publics très vastes. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à remettre en cause ce qu'elles disent, surtout que tous les scientifiques qui se penchent sur leur manière de dialoguer avec les esprits n'arrivent pas à trouver d'explication rationnelle au phénomène. Et donc elles vont passer comme ça toute leur vie à dire qu'elles ont ce pouvoir-là. Et puis en 1888, Margaretha, donc la plus jeune des deux sœurs, sur son lit de mort, fait une confession. Elle décide en fait que, elle déclare en fait que tout avait été inventé. Alors elle fait cette confession d'après elle parce que elle était un petit peu désespérée de l'engouement que leur farce en fait avait fini par provoquer. Elle s'en sentait désolée. Sur son lit de mort, elle devait commencer à être rongée un petit peu aussi par les remords, sans doute aussi par la peur de mourir, et peut-être aussi un petit peu d'avoir trahi la parole de personnes décédées. Bref, un mélange de diverses choses. Mais apparemment, ce qui l'accablait le plus, c'était le fait que les gens croient dur comme fer à la possibilité de communiquer avec des esprits, alors que elle savait pertinemment qu'en fait, elle avait tout inventé, et c'était en fait une technique de base, d'après elle, que sa sœur aurait trouvé grâce à ses doigts, à un mouvement qu'elle arrivait à faire avec ses doigts qui provoquait des craquements, en fait, des claquements assez forts pour que tout le monde puisse les entendre, mais assez discrets dans la gestuelle pour qu'on n'arrive pas à deviner que c'était elle qui en fait faisait les réponses. Et donc voilà, c'était tout simplement une astuce de magicien qu'elles auraient utilisée. Alors là, donc Margaretha décède, sa sœur elle était morte un petit peu avant. Mais malgré tout, la polémique a subsisté puisque les défenseurs de l'occultisme n'ont jamais voulu croire en cette confession tardive, argumentant qu'effectivement elle avait subi des pressions, alors de la part du clergé, de la part du corps scientifique, etc. Et on veut pour preuve le fait que dans leur jeunesse, elles aient réussi à trouver l'emplacement du cadavre d'un homme sans savoir que cet homme était mort dans la maison, etc. Donc elles avaient réussi à le localiser précisément dans la maison, et donc voilà, pour les défenseurs de l'occultisme, ça prouvait bien que la confession n'avait pas lieu d'être, et la confession était fausse, et qu'elles avaient réellement des pouvoirs, et que voilà, c'est la communauté scientifique qui avait décidé d'accabler les deux sœurs et de faire en sorte qu'elles se taisent à jamais, et qu'elles renient tout ce qu'elles avaient pu inventer et créer. C'est quand même assez hallucinant donc de se dire que les deux créatrices du spiritisme tel qu'on le connaît, qui a été ensuite popularisé par Allan Kardec notamment, qui est considéré comme le pape du spiritisme. Donc ce spiritisme-là, donc à la base, repose sur une escroquerie revendiquée, avouée. Et donc malgré ça, le spiritisme donc n'a pas cessé de croître à travers la planète, et son succès est toujours présent aujourd'hui, alors qu'à la base donc il repose voilà sur une escroquerie. Mais alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que à cette période-là, de nombreux chasseurs de fantômes ont écrit des livres comme quoi ils étaient rentrés en relation avec des esprits dans des maisons hantées, etc. grâce à la technique des deux sœurs. Donc il y a eu des tonnes et des tonnes de livres, de témoignages chocs sur des rencontres avec des esprits, des communications avec l'au-delà. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, tous ces livres aussi, tous ces recueils reposaient sur rien, puisque si on en croit le témoignage post-mortem de la sœur, effectivement, tout reposait sur du flanc, quoi. Mais c'est vraiment la force de la foi, ça, donc de s'obstiner à croire en quelque chose, même une fois que l'auteur de la chose en question a avoué que c'était faux. Et donc on se trouve tout un tas de bonnes raisons pour expliquer ce revirement de situation, ce déni. Donc ça me fait penser aussi à d'autres histoires. Une autre histoire aussi célèbre concernant le surnaturel qui impliquait deux sœurs, c'est l'histoire des fées de Cottingley. Pendant des années, donc deux sœurs qui prétendaient avoir photographié des fées, ça se passait au début du XXe siècle. Donc voilà, elles prétendaient avoir photographié des fées. Même Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, qui était très intéressé, très versé dans l'occulte et dans l'étrange, donc s'était intéressé à cette affaire, et il était persuadé que les deux
petite fille avait effectivement approché des faits. Les photos en question, puisque les photos existaient, avaient été expertisées par des photographes de renom, etc. Aucun trucage n'avait jamais été trouvé. Donc pendant des années, il y avait eu cette polémique, ceux qui pensaient effectivement que les faits existaient et que ces petites filles les avaient rencontrées, et puis ceux qui pensaient que c'était un canular d'une façon ou d'une autre. Et donc c'est sur son lit de mort finalement qu'une des deux sœurs avait fini par avouer que c'était un trucage grossier, qu'elle avait mis des dessins découpés dans des magazines sur des épingles à chapeau, qu'elles avaient plantées dans le sol et qu'elles avaient pris des photos tout simplement, et donc elle avait avoué ça sur son lit de mort. Mais il doit y avoir des tas d'histoires comme celle-là pour lesquelles les auteurs n'ont peut-être pas eu le temps d'avouer que c'était faux. Il y en a qui ont le temps de le faire, comme aussi cet homme qui avait pris une photo du monstre du Loch Ness, voilà, et une photo célèbre où on voit le cou de Nessie émerger de l'eau, et donc c'est sur son lit de mort qu'il avait expliqué que c'était un trucage qu'il avait fait avec une sorte de jouet qu'il avait bidouillé. Donc voilà, c'est vrai que c'est très intéressant. Et pourtant, des gens continuent à croire au monstre du Loch Ness, des gens continuent à penser que ces deux filles ont bien photographié des faits, et des gens continuent à penser que ces deux sœurs étaient capables de communiquer avec l'au-delà, alors que ces personnes-là ont tout avoué que c'était une montée de A à Z. Mais comme quoi, quand on est obstiné par une idée, on reste borné, on veut pas changer de voie, on veut pas bouger de ses rails, et on continue à s'enfoncer dans l'erreur, tout simplement. Et en ce qui concerne le monstre du Loch Ness, justement, on va en reparler à la fin de l'émission dans les infos bizarres, puisque donc une vidéo vient d'être prise cette semaine, qui serait la vidéo la plus éloquente de toute l'histoire donc de Nessie, et qui relance encore toute la polémique. Donc on en reparlera à la fin de l'émission. On va vous parler ce soir des de bizarre, d'insolite, et Thomas a donc décalé. Et de décalé également. Thomas a démarré l'émission avec l'histoire des sœurs Fox, qui sont donc les créatrices officielles du spiritisme tel qu'on le connaît, hein, donc que la communication avec les esprits à base de codes, à base d'esprits étula, à base de tables tournantes, etc. Elles sont à la base de cet engouement-là, et elles ont avoué, enfin une des deux sœurs a avoué sur son lit de mort que c'était un canular, une escroquerie, et puis donc ça a engendré toute une culture derrière, mais à l'origine il y a une escroquerie. Donc voilà, c'est une histoire assez surprenante quand on voit que l'engouement n'est toujours pas passé à l'heure actuelle. Je vais vous proposer moi à présent des histoires qui sont basées autour du cinéma, autour de films, puisque vous savez que l'étrange, le fantastique en matière de cinéma, c'est un sujet très très porteur, hein. Beaucoup de films s'intéressent au sujet. Mais il se trouve que parfois c'est l'étrange lui-même qui entoure un film sans que ce soit forcément volontaire, et donc il y a beaucoup de films qui ont donné lieu à d'authentiques légendes urbaines, et je démarre avec Goldfinger, qui est donc un des plus célèbres épisodes de James Bond, Goldfinger, voilà. Et dans ce film, il y a une célèbre scène dans laquelle on voit une certaine Jill Masterson qui joue la secrétaire du fameux Goldfinger, donc qui est le grand méchant du film. Et donc cette Jill Masterson meurt d'asphyxie après avoir été couverte de peinture dorée. Alors, à l'époque, il faut savoir qu'on croyait effectivement que les gens respiraient par la peau, et que si on couvrait toutes les pores de la peau avec de la peinture, on pouvait tuer les gens par asphyxie. Et aujourd'hui, on sait que c'est faux, hein, puisque tant qu'on peut respirer par le nez, par la bouche, heureusement, on ne meurt pas. Alors, beaucoup le pensent. Hein, beaucoup pensent encore aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle une idée reçue, une légende urbaine, que voilà, si on se couvre de peinture, on meurt asphyxié. Alors, il faut savoir que la peau respire. C'est une vérité. Les pores de la peau respirent, et tout ce qu'on risque en recouvrant les pores de la peau avec de la peinture, c'est une chaleur excessive, puisque donc on ne peut plus transpirer, et on risque aussi une intoxication chimique, hein, oui. Avec les composants de la peinture, mais on ne risque pas de s'asphyxier, puisqu'on a le nez et la bouche. La peau respire pour elle-même, elle ne permet pas d'oxygéner les organes du corps, comme voilà. Quand on respire par la bouche ou le nez, quoi. Exactement. Donc à l'époque, une légende a commencé à circuler qui disait que l'actrice, qui s'appelait donc Shirley Eaton,
était morte des suites de cette scène, qu'elle n'avait pas survécu. Et donc, bon, il faut savoir que cette actrice, donc, qui jouait la secrétaire de Goldfinger, elle a quitté la scène ce jour-là en parfaite santé, hein, puis elle a continué une carrière plus ou moins brillante par la suite, puisqu'on l'a moyennement vue, mais en tout cas, elle a continué sa carrière, ce qui est déjà pas mal. Et donc, il faut quand même savoir que il y avait des docteurs sur le tournage qui étaient là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème avec cette scène, parce que donc encore une fois la croyance était solide à l'époque, on pensait vraiment que ça pouvait mener à la mort, et donc les docteurs lui avaient aménagé, enfin pas les docteurs, les maquilleurs lui avaient aménagé sur les conseils des médecins un carré de peau libre sur le ventre pour qu'elle survive, parce que il y avait un corollaire à la légende, c'était que si on aménageait un carré de peau sans peinture, on pouvait survivre. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils lui ont laissé donc cette petite partie de peau claire sur le ventre, et donc ils pensent que c'est pour ça qu'elle aurait survécu, qu'elle aurait tenu le coup. Pour sûr. Voilà. Donc voilà, il faut savoir donc encore une fois que cette femme n'a eu aucun problème, elle n'a été ni malade ni quoi que ce soit, donc elle était bien vivante. Et encore une fois, si on vous couvre la peau de peinture, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas mourir asphyxié. Alors, il peut y avoir, oui, des soucis de problèmes chimiques, voilà. Si vous voulez faire l'expérience, vous prenez un tuba, vous restez sous l'eau 2 heures avec votre tuba, voilà, et vous voyez que vous pouvez rester 2 heures sous l'eau avec un tuba. La peau ne respire pas a priori. Voilà. Donc voilà, il peut encore y avoir des problèmes d'intoxication chimique, je le répète, avec certaines peintures, mais c'est tout, pas de problème d'asphyxie. Donc voilà, l'histoire de Goldfinger, la légende qui voudrait que cette actrice soit morte, est totalement fausse. La deuxième légende qui concerne un film américain encore une fois et qui s'est répandue sur le net, particulièrement sur le net au début des années 90, c'est la légende qui entoure le film 3 hommes et un bébé. Alors 3 hommes et un bébé, c'est l'adaptation américaine du film à succès évidemment 3 hommes et un couffin, qui a eu 2 suites chez nous. Attends, non, je crois que je me trompe. Je crois qu'il y a eu qu'une suite. Non, deux suites. je crois bien qu'il y a eu Bon, 2 on suites. va De dire 3 hommes et un bébé. 3 hommes et un couffin. Et un couffin, oui, il y a eu 3 hommes et un couffin. Enfin, 3 hommes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu 2 suites dans la version américaine. Et donc, dans le premier film de la série, 3 hommes et un bébé, avec Tom Selleck notamment, alias Magnum, une légende dit qu'on voit, lors d'une scène, un enfant caché derrière les rideaux. Une image assez étrange, une silhouette comme ça, fantomatique. Et donc la légende dit que c'est le fantôme d'un enfant qui avait été tué dans la maison où la scène a été tournée. Et donc il y a d'autres variantes qui disent que l'enfant en question s'était suicidé dans cette maison et que donc son fantôme apparaît dans le film, que le fantôme était apparu sur le tournage et qu'il avait été conservé dans le film parce que donc le réalisateur n'avait pas vu qu'il y avait cette silhouette, donc elle avait été gardée au montage. Et donc voilà, cette nouvelle s'est très rapidement répandue sur internet, à tel point que les locations de la vidéo ont explosé à l'époque parce que les gens voulaient voir le fantôme donc capturé dans 3 hommes et un bébé. Et bien évidemment il y a des photos, tout le monde peut vérifier, hein, il suffit de mettre le film. Et donc il y a cette scène anodine donc dans laquelle on voit l'acteur Ted Danson donc discuter avec quelqu'un, et donc en arrière-plan effectivement derrière les rideaux on voit cette silhouette d'enfant manifestement. Et l'explication est très simple, et donc c'est vrai que c'est toujours une déception parce qu'on aimerait qu'il se passe quelque chose un petit peu mystérieux, mais là pour le coup c'est particulièrement terre à terre, puisque donc la silhouette en question, eh bien c'était une figurine, une grandeur nature de l'acteur Ted Danson découpée dans un carton. Et en fait cette figure en carton représente l'acteur avec un chapeau haut de forme, un t-shirt blanc, et à la base donc cette PLV, hein, comme on dit, cette publicité sur les lieux de vente, les PLV, donc c'est les pubs en carton que vous pouvez voir, donc qui parfois représentent des acteurs. Donc elle avait été prévue dans le scénario à l'origine, puisque le personnage que joue Ted Danson était censé jouer dans une pub pour de la nourriture pour chiens, et donc cette figure découpée dans le carton devait apparaître dans la publicité. Et il se trouve qu'au montage final, toutes les références à cette figure en carton ont été coupées.
Donc c'est vrai qu'à un moment donné dans le film, on voit cette silhouette de loin, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas pourquoi elle est là, et il faut savoir qu'on la revoit dans le film, il n'y a pas que la scène en question, on la revoit en plus grand par la suite, mais là on voit clairement que c'était Denson. Donc voilà, c'est tout simplement ça, rien de plus. En tout cas, la légende a permis au film donc d'exploser, aux locations du film d'exploser. Et oui, non, puisqu'on parlait tout à l'heure des gens qui veulent absolument continuer dans l'erreur, quand on va sur de nombreux sites internet, etc., qu'on lit un peu cette histoire, tout le monde dit oui, machin, donc on nous dit que c'est pas un fantôme, mais si c'était pas un fantôme, pourquoi est-ce qu'ils ont gardé ces scènes-là? Ils les auraient retournées pour enlever le carton qui est derrière, etc. Alors, je le répondrai juste qu'effectivement, c'est un peu étonnant. Une fois qu'ils ont enlevé toutes les références à cette fameuse PLV, pourquoi est-ce qu'ils les ont ils ont pas dégagé toutes les scènes? Parce que c'est vrai que, et en plus, comme tu le dis, de nombreuses reprises dans le film, hein, parce que je l'ai vu en plus, et il y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, c'est étonnant. C'est nul, hein, le louez pas. Mais ouais, on voit souvent ce carton-là, et c'est vrai que ça a ni queue ni tête. Alors non, je suis pas en train de dire que c'est un fantôme ni quoi que ce soit. Je sais pertinemment que ça peut élever. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Ça fait vraiment film monté à l'arrache. On s'est dit, bon allez, c'est bon, les scènes sont tournées. On vire quelques trucs et. Alors en fait, au montage final, voilà, c'est les références à cette figure qui ont été coupées, ouais. Mais la figure en elle-même fait finalement partie du décor de la maison. C'est pour ça, j'imagine, qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de l'enlever, surtout qu'elle était comprise dans des scènes qui, elles, donc devaient rester au montage. Donc voilà, en tout cas, ça a permis à ce film de trouver une seconde jeunesse, parce que c'est vrai que c'est pas forcément un chef-d'œuvre. Et il y en a même qui pensent que la légende aurait été diffusée à l'origine par l'équipe du film, justement pour booster les locations et les ventes du film. C'est la légende dans la légende. Voilà, mais en tout cas, si c'était vrai, ça serait pas étonnant, parce que s'ils avaient effectivement voulu créer du buzz autour du film, ils auraient pas fait mieux. La troisième légende que je vais vous raconter à présent, c'est une belle légende, enfin si on veut, vous allez voir. C'est une légende qui est liée au film Le Magicien d'Oz, donc la version originale, pas celle avec Michael Jackson, hein, parce qu'il y en a eu une autre depuis dans les années 80, avec Michael Jackson dans le rôle de l'épouvantail. Donc là, je parle de la version originale avec Julie Andrews. Et donc, la légende dit que dans ce film, on voit un des acteurs qui jouait les Munchkins. Donc les Munchkins, c'est ces personnes de petite taille qui jouaient une sorte de race de lutins comme ça du pays d'Oz. Donc la légende dit qu'un des acteurs qui jouait les Munchkins s'est pendu sur le tournage du film, pendu à un arbre dans le décor, et que donc, vu que c'était en arrière-plan, le réalisateur n'aurait pas vu la scène tout de suite et elle serait restée au montage. Et donc effectivement, il y a une scène dans Le Magicien d'Oz où on voit Dorothée, donc le personnage principal du Magicien d'Oz, ainsi que l'homme de fer et l'épouvantail partir sur le chemin, sortir du cadre. Et au fond de l'image, effectivement, dans les bois qui sont reconstitués en studio, hein, c'est des décors peints avec des accessoires, et donc on voit quelque chose bouger, c'est vrai, et avec beaucoup d'imagination, on peut se dire que c'est comme une sorte de petit homme qui est pendu à un arbre. Alors l'explication est simple, c'est que pour donner un petit côté exotique au décor, l'équipe avait fait venir des oiseaux d'un zoo local, des oiseaux exotiques, donc alors des émeus, des grues. Et donc en réalité, la silhouette qui bouge dans le fond durant cette scène, c'est un des oiseaux. Alors c'est peut-être un émeu ou une grue, ça on n'en est pas certain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il bouge la tête et il bouge les ailes. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, hein, effectivement, que c'est une silhouette humaine, en tout cas d'un petit homme, mais une fois qu'on sait que c'est un oiseau, là, il y a plus du tout plus de doute permis, ça c'est clair. Et donc voilà, il y a ni eu de pendaison, ni de Munchkin mort dans cette histoire, juste un oiseau, voilà, encore une fois. Et c'est une légende qui a la peau très très dure, hein, puisqu'on a carrément inventé une vie à ce Munchkin, une raison de se suicider. On a dit que il avait été éconduit par une jeune fille et que donc il s'était suicidé par amour parce que voilà, il supportait plus de vivre sans cette fille, et donc on a imaginé carrément une histoire et c'est pour ça qu'il se serait pendu. Donc voilà, si vous connaissez cette histoire, eh bien sachez que c'est donc une légende urbaine, ce n'est pas un Munchkin mort, c'est un oiseau. Et pour continuer sur Le Magicien d'Oz, il y a une autre légende fameuse qui elle peut être vérifiée à chaque instant par chacun d'entre vous. C'est une légende qui dit que si on lance l'album de Pink Floyd Dark Side of the Moon en même temps
que le magicien d'Oz, eh bien, il y a une synchronisation très étrange entre le film et le disque. Donc pour assister à cette synchronisation, il faut lancer l'album Dark Side of the Moon après le 3e rugissement du lion de la MGM, et là donc on assiste à une succession de coïncidences et de synchronisations assez surprenants. Donc pour l'avoir essayé, parce que je voulais quand même en avoir le cœur net, c'est vrai qu'effectivement il y a certaines scènes où c'est troublant, on se dit tiens, par exemple il y a une scène où on voit l'homme de fer qui se tape la poitrine, dans le film c'est pour montrer qu'il faudrait avoir un cœur, et au même instant, dans l'album Dark Side of the Moon, on entend un battement de cœur, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quelques moments comme ça de synchronisation assez surprenants, mais bon, on sait que c'est un phénomène très humain de chercher du sens là où il n'y en a pas, de trouver des motifs comme ça qui se répètent là où il n'y a rien, et donc c'est très 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 humain de croire qu'il peut y avoir une synchronisation entre des images et du son si on se concentre un petit peu. Donc là, l'idée, ça serait que Pink Floyd aurait composé son album entièrement en synchronisation avec le Magicien d'Oz pour que ça colle. Bon, on imagine assez difficilement le groupe faire un truc pareil. Donc là, pour le coup, on a juste une coïncidence. Par contre, on peut se demander comment la légende est née, qui la première fois a lancé Dark Side of the Moon en même temps que le Magicien d'Oz. Au troisième rugissement. Alors ça, on ne le sait pas. Par contre, voilà, vous pouvez télécharger le film ou des extraits du film, parce qu'il y a beaucoup de sites qui ont fleuri sur lesquels on peut trouver la liste complète des coïncidences donc troublantes qu'il y a entre le disque et le film. Donc vous pouvez voir donc sur le net très facilement des extraits doublés du Magicien d'Oz avec Dark Side of the Moon. Et encore une fois, voilà, c'est un exercice marrant, mais si on veut vraiment chercher la petite bête, il y a aussi des scènes qui ne sont absolument pas synchronisées du tout. Donc voilà, on peut parler d'une belle légende, d'une jolie expérience à faire, mais voilà, en gardant les pieds sur terre, il y a rien d'autre que certaines coïncidences isolées au fil du film. Voilà. Et là, on va continuer avec un film que j'ai vu, moi, adolescent, et qui m'a marqué, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Ce film s'appelle Snuff, et donc ce film est lié à une légende urbaine plus vaste, qui est la légende urbaine des snuff movies, donc qui était particulièrement populaire dans les années 70. Alors, un snuff movie, qu'est-ce que c'est ? C'est censé être un film sur lequel on voit un meurtre réel, et ce film serait commandé par des gens fortunés, donc en quête de sensations fortes. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que des vidéos sur lesquelles on voit des gens mourir pour de vrai, ça n'a rien de légendaire. Il y en a des tas, notamment sur les journaux chaque jour. Donc là, à l'époque, l'idée c'était que des gens puissent prendre du plaisir à aller flinguer d'autres personnes, et donc pour les capturer sur bobine. Et donc il y a beaucoup de films aussi à l'époque qui surfait sur la vague des shockumentaries, on appelait ça les films mondo, c'est-à-dire que c'était des pseudo-documentaires dans lesquels on voyait des images très violentes et très cruelles prises aux quatre coins du monde, avec une sorte de voix off qui servait de... pas une sorte de voix off d'ailleurs, une voix off qui servait de caution morale à la chose, en tenant une sorte de propos pseudo-ethnologique, et donc c'était juste... c'était matière donc à voir du trash et du gore en vrai. Et à l'époque, donc, il y a un film qui est sorti en 1976 qui s'appelait Snuff, et qui a causé une vraie polémique, un vrai scandale, puisqu'on disait que dans ce film on pouvait voir un véritable meurtre. Et ce film, donc Snuff, moi je le voyais sur les rayons d'un vidéoclub, donc vidéoclub d'un village dans lequel je vivais, et donc j'ai vu cette cassette pendant des années à chaque fois que j'allais louer un film, et donc j'étais gosse, donc c'est vrai que ça m'attirait et ça me faisait peur en même temps, puisque donc sur la jaquette on voyait la tête d'une femme qui était comme ça étranglée par deux mains énormes, et quand on retournait la jaquette sur le 4e, on pouvait lire ceci est le film que personne n'a voulu projeter dans une salle de cinéma, personne n'aurait voulu produire ce film, on y voit de vrais cadavres, c'est insupportable, etc. Donc il y avait tout pour effectivement donner envie aux amateurs de sensations fortes de le louer, mais moi donc quand j'étais petit ça me traumatisait cette affaire, et quand j'ai eu 16-17 ans, avec quelques potes, on a loué le film en question, on l'a vu, et donc c'est une sombre bouse, une espèce de série Z minable, irregardable, à base de bikers et de filles d'ailleurs, de filles bikeuses donc
qui roule sur comme ça sur les routes américaines habillé en bikini et donc l'histoire est incompréhensible, c'est vraiment pourri, il y a 2-3 effets spéciaux minables comme c'est souvent le cas dans ce type de film, de série Z. Donc voilà, le film est sans queue ni tête, c'est absolument ni gore, ni trash, ni rien du tout, mais à la fin du film, dans une séquence qui dure une dizaine de minutes, on voit le réalisateur du film donc qui filme l'équipe. Donc tout à coup, on sort du film et on croit que c'est la vie réelle. Hein. Donc le réalisateur donc explique voilà que le tournage du film c'est bien passé, etc. Donc il filme un peu son équipe et tout. C'est un petit peu comme un bonus hein, si on veut, pourtant le film daté de 76. Et là tout à coup, il y a une des actrices du film qui arrive là sur le plateau et le réalisateur pète un plomb. Je crois me souvenir qu'il dit que pour vendre son film il a besoin de sang de tripes, donc il commence à attraper l'actrice, à la violenter, il la jette sur un lit et là il l'éviscère littéralement. Ça devient très très gore, très très trash et surtout très très réaliste. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu peur, hein, personnellement. Il y a eu comme un écho, ça m'a fait flipper. Bref, c'était très réaliste. Je suis désolé, mais ça faisait bien. Oui, c'est vrai. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le film Snuff, à l'origine, a été tourné en 1971. Il a été tourné en Argentine et c'était juste un mauvais film basé sur un gang de bikers, effectivement. Et ce film avait été produit par une société qui s'appelait Monarch Film et Monarch Releasing Corporation exactement. Grand éditeur. Voilà. Et donc le film était tellement mauvais finalement qu'ils n'ont pas pu le distribuer beaucoup. Donc en 1976, ils ont profité de cette vague de shockumentaries, comme je vous disais, de films basés sur la violence réelle avec des films comme Cannibal Holocaust, etc. Où on voyait donc de prétendues vraies tribus comme ça cannibales mettre à mort leurs victimes. Bon voilà. Donc pour surfer sur cette vague, ils ont décidé d'intégrer 5 ans plus tard donc une scène filmée évidemment, une scène fausse d'un quart d'heure après le vrai film, dans laquelle on voyait le réalisateur donc éviscérer son actrice, et ils ont ressorti ça en laissant planer le doute sur l'authenticité de cette scène, en faisant croire que c'était un vrai meurtre, et ils ont rebaptisé le film Snuff, puisqu'à l'origine il s'appelait Slaughter. Ils l'ont rebaptisé Snuff en espérant que ça fonctionnerait grâce donc au succès de ces films très violents de l'époque. Et donc il se trouve que les gens l'ont cru, hein, à l'époque les gens croyaient vraiment que cette scène était vraie, parce qu'il faut savoir que le film avait été tourné donc en Amérique du Sud. Du coup les gens se sont dit ah bah oui, alors donc ils ont pu tuer l'actrice sans être inquiétés par la loi, puisque là-bas donc c'est des zones de non-droit, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et donc la rumeur, la légende a auréolé ce film pendant de nombreuses années. Hein, voilà, on pensait que c'était un vrai meurtre. Donc voilà. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. En tout cas, ça a permis de relancer vraiment pour le coup la carrière de ce film. Les gens allaient le voir juste pour cette fameuse scène. Le problème, c'est qu'il fallait se taper 1h30 de bouse intégrale juste avant, parce que c'est vraiment une catastrophe hein, pour l'avoir vu. Heureusement, toi, tu l'as loué, donc tu pouvais faire avance rapide. Je l'ai loué, et il y a des scènes, c'est hallucinant. Par exemple, je me souviens d'une scène, parce qu'en plus, moi, j'ai vu la version doublée en français, et le film de série Z doublé en français, pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est il suffit de se souvenir d'M6 il y a encore une dizaine d'années, quoi. Et c'est souvent culte, en plus. Oui. Parce que c'est involontairement drôle. Ouais. Donc je me souviens d'une scène où on voit un personnage répondre au téléphone juste avant que la sonnerie ne se déclenche. Genre, on le voit décrocher le téléphone, allô, et là on entend la sonnerie. Donc voilà, ce genre de truc assez énorme. Et voilà, Snuff, donc ce film de 1976, n'est pas un vrai snuff movie, hein, c'est un trucage, mais qui surfait sur la légende des snuff movies de l'époque. Un autre film autour duquel tourne une légende que j'ai été le premier à colporter pendant des années parce que j'étais persuadé qu'elle était vraie, c'est The Crow. Et donc Thomas, alors on n'en a pas parlé avant l'émission, on s'est pas concerté ensemble, mais peut-être que tu vois de quoi je veux parler. Oui, donc attends, The Crow, alors je sais qu'il y avait une légende autour, c'était avec la mort de... Brandon Lee. Brandon Lee, ouais, c'est ça, ouais. Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, donc, qui a trouvé la mort tragiquement sur le tournage de The Crow. Ouais. Et moi, j'étais persuadé, parce que donc je me contentais... Il était mort d'une vraie balle qui était mise dans le pistolet. Alors ça, par contre, c'est vrai. Mais ce que moi je croyais, c'est que la scène de sa mort avait été conservée au tournage. Et j'en étais persuadé, parce que j'avais entendu dire, j'avais lu que c'était comme une sorte d'hommage posthume qui avait été fait par l'équipe du tournage, de laisser la scène où Brandon Lee avait été touché fatalement par une vraie balle.
Et il se trouve que c'est donc faux, c'est une légende, parce que donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que Brandon Lee, effectivement, dans le tournage de The Crow, a succombé à une vraie balle. Alors la scène, si vous connaissez bien le film, ou si vous comptez le regarder justement pour triper un petit peu après cette histoire, c'est une scène qui se trouve au début du film, quand le personnage d'Eric Draven, qui est donc le Crow, rentre chez lui. Dans les mains, il a un paquet de courses, hein, il vient de faire les courses, donc voilà, il a comme ça entre les mains, il a un sac, et quand il rentre dans la pièce, donc il y a un des méchants qui lui tire une balle, tout simplement. La balle passe à travers le paquet que Brandon Lee tient dans les bras, et pour rajouter un petit peu donc de spectaculaire à la scène, il y avait une petite charge explosive qui avait été placée à l'intérieur du paquet pour que ce soit plus réaliste. Et le truc, c'est que l'acteur qui a tiré blanc ne savait pas qu'à l'intérieur du canon, il y avait un fragment de fausse balle qui avait été utilisé pour un gros plan, donc une balle du canon, et ce fragment a été propulsé par la charge à blanc directement dans le tronc de Brandon Lee. Il a été touché sur le côté et il n'a pas survécu à la blessure. Donc Brandon Lee est mort de cet accident. Mais bon, c'est déjà un petit peu différent de la version où dans le pistolet il y avait une vraie balle, parce que c'est toujours l'explication qu'on m'a donnée. Voilà, et c'était curieux. C'était pas un pistolet chargé avec une vraie balle, non, c'est un pistolet chargé à blanc, mais à l'intérieur du canon, il y avait un fragment de balle. Et le truc, c'est que la police s'est emparée des vidéos, hein, donc de la mort de Bruce Lee. La police a confisqué les scènes où on voyait Bruce Lee mourir pour de vrai, pour leur enquête, et ils ont conclu un accident plus tard, donc personne n'a été inquiété, personne n'a été incriminé ou condamné pour cette affaire. Mais le truc, c'est que la scène a été refaite, hein, donc il n'y a pas un seul instant dans le film The Crow où on voit Brandon Lee mourir. La scène a été entièrement refaite, et à la place du meurtre original, donc où un des tueurs tire sur Brandon Lee, là on lui jette un couteau. Donc c'est une doublure qui rentre dans la pièce, et là le méchant lui jette un couteau, et quand on voit le visage de Brandon Lee, c'est en fait un trucage en image de synthèse. Donc pour l'époque, en plus, c'était assez spectaculaire, hein, puisque bon, le film a une bonne quinzaine d'années maintenant, et à l'époque, donc les effets spéciaux qui avaient été utilisés pour masquer le visage de la doublure, c'était vraiment des effets très spectaculaires, puisqu'on s'en aperçoit absolument pas. Donc voilà, le personnage qui meurt dans The Crow, c'est une doublure dont le visage a été ensuite retrafiqué par image de synthèse, mais donc on ne voit pas Brandon Lee mourir. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. T'as dit deux fois. J'ai dit Bruce Lee, bon, excusez-moi, parce que c'est vrai que les deux ont eu des morts assez similaires, puisque Bruce Lee aussi était mort lors du tournage d'un de ses films, et donc voilà, c'est comme une espèce de malédiction sur la famille Lee. Et faut dire que c'est des comédiens qui faisaient quand même des cascades relativement risquées. Donc là pour le coup, c'est vrai que c'est pas dû à une cascade de leur part, oui, c'est dû à un accident dans un des cas, et dans l'autre, donc Bruce Lee était mort dans des circonstances assez mystérieuses. Hein, donc on pense que c'était dû à une insuffisance cardiaque, qui serait mort parce que donc il avait pas pris les bons cachets ou quelque chose comme ça. Bref, c'était pas justement dans le cadre d'une cascade à risque. En plus, mais ouais. Donc c'est vrai que c'est assez ballot, on pourrait le dire. C'est ballot. En tout cas, voilà, moi le premier, j'étais persuadé que c'était vrai, donc vous le saurez, c'est une légende. Une autre histoire qui entoure un film, plutôt une trilogie de films, c'est la malédiction des films Poltergeist. Donc vous connaissez tous les films Poltergeist. Donc le premier Poltergeist a été réalisé par Toby Hooper, et donc la légende voudrait que le casting de ce film est entièrement décédé. Après donc la sortie des 3 films, puisqu'il y en a 3. Et en réalité, il y a 4 personnes du casting qui sont mortes, et sur les 4, il y en a 2 qui étaient malades, donc leur mort n'était pas une surprise. On savait que de toute façon ça viendrait, puisqu'ils étaient gravement malades, mais donc il y en a 2 qui sont morts alors que c'était inattendu, des gens qui étaient relativement jeunes, et c'est à cause de ces 2 morts inattendues que tout à coup la rumeur autour d'une malédiction sur le film Poltergeist, qui viendrait peut-être d'une invocation d'esprit donc qui est fictionnelle dans le film, mais qui aurait réveillé de véritables esprits. Donc la légende est basée sur ces 2 morts inattendues, mais bon, quand on réfléchit,
le casting d'un film de ce calibre-là, donc d'un film à gros budget pour l'époque, c'est composé de plusieurs dizaines de personnes, en comptant les acteurs secondaires, donc il faut bien qu'il y en ait un moment ou un autre qui meurent. Statistiquement, Et c'est clair. donc voilà, il y en a 2 qui sont morts de manière inattendue, et ça a suffi pour lancer la légende. Donc voilà, là pour le coup, quand on dit que le casting entier de Poltergeist est décédé, c'est faux. Ça c'est tout simplement une exagération. Il n'y en a que 2 qui sont morts dans des circonstances étonnantes et inattendues. Et puisqu'on parle de Tobe Hooper, pour terminer, je voudrais finir avec Massacre à la tronçonneuse. Donc Massacre à la tronçonneuse, ce film légendaire du domaine de l'horreur qui a été tourné dans les années 70 par Tobe Hooper, serait basé sur une histoire vraie. Donc c'est ce qui était dit lors de la sortie du film original, et c'est ce qui était également souligné lors de la sortie du remake en 2003. Donc Massacre à la tronçonneuse serait basé sur une histoire vraie. Donc je rappelle que l'histoire de Massacre à la tronçonneuse, c'est l'histoire d'une famille de cannibales qui vivent dans le Texas et qui dévorent et assassinent des passants, des autostoppeurs. Donc cette histoire est fausse, elle n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de famille de cannibales au Texas. Donc en réalité, Massacre à la tronçonneuse n'est pas basé sur des faits réels, ce n'est pas basé sur une histoire vraie. Alors il y a 2 choses. Déjà, Tobe Hooper a expliqué lui-même que l'idée de Massacre à la tronçonneuse lui est venue alors qu'il était dans un magasin d'outillage en train de faire la queue, et il s'est dit un bon moyen de me frayer un chemin à travers tous ces gens, ça serait de prendre une tronçonneuse et de l'actionner. Peut-être qu'avec le bruit, il s'écarterait. Donc à partir de là, l'idée de Massacre à la tronçonneuse a germé. Et enfin, il y a une histoire vraie à l'origine de l'inspiration du personnage de Leatherface, donc du tueur de Massacre à la tronçonneuse. Et cette histoire, c'est celle de Ed Gein, dont on avait déjà parlé ici dans Exo 7. Ed Gein qui était un tueur en série américain particulièrement malsain, qui vivait seul dans sa ferme et qui avait fait un masque de peau avec le cadavre de sa mère, et puis également avec des cadavres qu'il avait déterrés. Il avait fait un masque de chair, littéralement, en plus d'avoir recouvert des meubles avec de la peau humaine. Et donc ça, c'est ce qui a inspiré le masque du tueur de Massacre à la tronçonneuse. Mais c'est tout. Ce qu'on nous dit dans Massacre à la tronçonneuse, c'est que l'histoire elle-même est tirée de faits réels. Or ça, c'est faux. Encore une fois, il n'y a pas eu de famille de cannibales au Texas, et je l'ai souvent entendu. Quand on parlait de Massacre à la tronçonneuse, oui, c'est basé sur cette histoire donc d'une fameuse famille de tueurs en série dans le Texas qui mangeait les gens, donc c'est faux. La seule histoire vraie dans cette affaire, c'est celle de Ed Gein, mais donc le lien, c'est le masque de peau. Voilà, ça s'arrête là. C'était les films, mesdames et messieurs, les films qui étaient entourés de légendes et de mystères. Comme ça, on a pu éclaircir quelques points assez obscurs, et puis on a pu voir aussi que la plupart de ces films étaient considérés comme mystérieux pour de fausses raisons. La plupart du temps, c'est des légendes urbaines. On aimerait souvent que ce soit réel, qu'il y ait une part de vérité. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est très souvent terre à terre. Peut-être que j'aurais mieux fait finalement de vous laisser croire que... Mais bon, cette émission, quand elle le peut, rétablit la vérité, donc c'est chose faite. Voilà. On passe aux infos bizarres de la semaine. Donc vous le savez, les infos bizarres, c'est la crème de ce qui s'est passé d'étrange et d'insolite durant la semaine écoulée. Donc encore une fois, je le répète à chaque fois, mais je tiens à le répéter, puisque ici, quand on peut démonter une idée reçue ou une légende urbaine, on ne s'en prise pas. Donc là, pour être sûr d'éviter de colporter des histoires fausses, systématiquement, les sources sont sûres et je croise les infos. Donc encore une fois, comme le veut la formule rituelle désormais, vous pouvez être sûr que ce que vous allez écouter est vrai et avéré. Et si jamais ça pouvait être démenti dans les semaines à venir, on vous en reparlerait ici. Donc vous pouvez tranquillement raconter ça autour de vous, ce soir à table notamment, ou ce week-end. On commence avec une histoire de cambriolage. Un cambriolage qui s'est déroulé dans un magasin de Milwaukee, donc en Amérique. Et c'était un hold-up en fait, un hold-up qui a eu lieu dans un U-Haul store. C'est une chaîne de magasins là-bas. Et donc il y avait deux voleurs impliqués dans ce hold-up, et il y en a un donc qui a récupéré l'argent de la caisse, qui a fait se coucher sur le sol les deux employés du magasin. Une fois qu'il a eu terminé son boulot, il s'est barré, et pendant ce temps-là, l'autre est resté sur place pour draguer la caissière. C'est pas vrai. Donc c'est assez magnifique. C'est-à-dire que, déjà, il commençait à lui faire des compliments pendant qu'ils étaient en train de faire le hold-up. C'est-à-dire qu'il y en a un qui était là, qui faisait le méchant, qui ramassait la caisse, etc., qui disait couchez-vous sur le sol, et l'autre, il commence à brancher la caissière en lui disant vous êtes mignonne, etc. Vous vous couchez bien par terre. Et à la fin, donc, alors que l'autre s'est barré à toute vitesse, il est resté, et la caissière a témoigné par la suite. Elle a dit qu'il lui avait
proposé de se voir un de ces soirs. Il lui a dit est-ce que je pourrais avoir votre numéro, on pourrait sortir ensemble un de ces soirs. Donc manifestement ça devait pas être le premier de la classe celui-là, ça devait vraiment être l'idiot il a du laissé son village. numéro. Donc voilà, il a quand même réussi à demander le numéro de la caissière qu'il était en train de braquer. Il était un peu trop pensé que Et, c'était et donc le plus beau c'est que c'est qu'elle lui a... Ah oui, effectivement. Et le plus beau c'est qu'elle lui a dit qu'elle était pas intéressée. Donc elle s'est pas démontée, elle aurait pu être intimidée. Elle s'est dit non, ça m'intéresse pas, et il s'est barré sans demander son reste. Donc voilà. Oui, un cambrioleur idiot, on peut le dire. Bravo. La caissière aussi en même temps aurait pu dire oui, bien sûr, on se retrouvera après demain soir. Voilà, etc., laissez-moi pour votre être sûr numéro. de le gauler, quoi. Laisse-moi c'est ton clair. numéro. C'est vrai qu'elle a manqué de présence d'esprit. En même temps, bon, ils étaient manifestement menacés d'armes à feu. La deuxième histoire se déroule en Allemagne. C'est un maçon allemand qui a fait preuve d'une cruauté assez, comment dirais-je, assez subtile et intense quand même, parce que vous allez voir. Donc, Ça te fait rire, ça. oui, là, pour le coup. Alors, voilà ce qui s'est passé. Donc, cet homme vivait avec une jeune femme de 23 ans qui s'appelle Lara Ochner, ainsi que son cochon d'Inde, que Lara appréciait tout particulièrement, à tel point que ça commençait à déranger notre homme, qui s'appelle Werner Brenner. Donc il arrêtait pas de dire à sa copine que ce cochon d'Inde faisait beaucoup de bruit, et puis en plus il lui reprochait de donner plus d'affection au cochon d'Inde qu'à sa personne. Donc J'aime le cochon d'Inde. un jour il a profité de l'absence de sa bien-aimée pour tuer le cochon d'Inde et pour le découper avant d'en faire un succulent plat. Non. Et le soir même, donc, il a proposé un dîner aux chandelles à la maison à sa copine, et une fois qu'ils ont eu terminé le repas, il lui a expliqué, enfin non, il a même pas eu le temps de lui expliquer, c'est-à-dire qu'elle s'est demandé si son cochon d'Inde allait bien, s'il lui manquait pas d'eau, s'il lui manquait pas de nourriture, donc elle est allée dans sa cage pour voir comment allait Rudy, puisque c'est le nom de la petite bête. Et là, elle s'est aperçue que Rudy n'était plus là, et c'est là que Werner lui a expliqué qu'elle venait de manger Rudy. Donc aujourd'hui, Lara vit avec ses parents, et évidemment, elle a attaqué en justice son ex petite amie. Voilà, puisque bon, vous vous doutez que forcément, elle a moyennement bien pris l'affaire. Oh. Donc faut dire que c'est Elle a pas d'humour aussi. c'est vraiment, c'est digne d'un vrai détraqué psychotique quand même, de faire bouffer à sa petite amie son animal de compagnie. À la limite le tuer, bon déjà c'était limite. C'est déjà limite. Mais lui faire manger à son insu, là, c'est quand même extrême. Il risque d'être condamné, je pense là. Il sera sûrement condamné pour cruauté envers un animal domestique, etc. Et pour cruauté tout court, pour préjudice moral. Ouais, donc, préjudice moral, c'est clair. L'histoire qui suit se passe en Floride et elle est assez symptomatique de cette obstination des Américains à vouloir conserver à tout prix ce droit inaliénable d'avoir des armes à feu, de pouvoir acheter des armes à feu n'importe où, et surtout de pouvoir faire acheter des armes à n'importe qui. Et vous allez voir que c'est surtout ça le problème. Cette histoire se passe en Floride donc, et ça s'est passé dans un fast-food. Donc il y a un homme, un client du fast-food qui est arrivé au drive-in du fast-food tranquillement. Donc il commande une salade et il commande avec ça 10 sachets de sauce chili. Voilà, il insiste bien, j'aurais 10 sachets de sauce pas chili. 9, 10. Donc la caissière qui s'appelait Suzanne Birob Fimo lui explique que donc la politique du restaurant, c'est de ne pas donner plus de 3 sachets de sauce. Donc là, à ce moment-là, le ton commence à monter, et le manager du fast-food, qui s'appelle Ronel Frege, qui a 20 ans, donc sort du magasin pour s'expliquer tranquillement, à la base, avec diplomatie, donc avec ce client assez fâcheux, et donc voilà, et donc il lui explique, voilà que normalement on ne doit pas donner plus de 3 sachets. Ça n'aura pas plus que 3. Et là, le client sort un flingue et lui tire dans l'épaule. Il lui a quand même tiré plusieurs balles dans l'épaule à ce manager. Et vous allez voir que ce qui est incroyable, c'est que manifestement là-bas, c'est quasiment devenu un acquis culturel, c'est-à-dire qu'on comprend presque les gens qui tirent comme ça à la légère sur d'autres personnes, puisque le manager a dit, parce qu'il a survécu le manager quand même, il a dit ça va aller personnellement. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas regardé dans son sac, parce que je lui avais mis 11 sachets de sauce.
Je voulais être gentil avec lui. Il n'a pas vérifié et il a tiré. Bon. Donc voilà, finalement, c'est drôle parce que il a même pas l'air de s'offusquer outre mesure du geste de folie du gars. Il a dit quand même, il aurait pu regarder dans son sachet avant de tirer, merde. Voilà. Ouais, mais en même temps, il est sorti, il lui a fait la morale avant de lui dire. Voilà. C'est pas très malin. C'est des choses qui ne se font pas le client héros, surtout en Non, Floride. on fait pas la morale Voilà. là-bas, surtout Et avec des mecs armés. Voilà, c'est en particulier. Donc bon, l'essentiel c'est qu'il ait survécu, mais c'est quand même le genre d'histoire qui devrait faire réfléchir encore un petit peu l'Amérique en ce qui concerne Non, le non, port mais- d'armes. Mais parce non, que, mais bon, il c'est va, dramatique. il va là en prison pour du sauce chili. Est-ce qu'il se rend compte, le mec qui a tiré? C'est n'importe quoi. C'est ça le truc, c'est fou. C'est outre d'avoir des armes, ils ont pas, il a pas de cerveau, le Bah, monsieur là. le fait de permettre à n'importe qui d'acheter une arme, ça implique de laisser des fous furieux acheter Avec des armes. bien sûr. Donc voilà. La 4e histoire se passe encore en Allemagne, donc parce qu'en Allemagne il s'en passe des belles, et donc là vous allez voir que cette histoire est assez douloureuse, donc je vous conseille de vous asseoir avant de l'écouter. C'est une histoire qui concerne un homme de 79 ans, un certain Dieter Bayer, et cet homme donc il prenait un bain très tranquillement. Et là, le problème, c'est qu'il n'y avait plus, vous savez, le bouchon de la baignoire pour éviter que l'eau s'écoule. Ouais. Donc il s'est dit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la ventouse, le débouche évier, quoi, Ouais. pour boucher la baignoire, pour faire office de bouchon de baignoire. Bon, jusque-là, Donc, c'est il- encore faisable. Voilà, il plante la ventouse comme ça dans le trou. Et là, alors qu'il prend son bain, Oh non. cet homme de 79 ans glisse. Et ce n'est pas drôle, hein, ça je tiens à vous le préciser. Il glisse sur une savonnette, hein, et il s'empale littéralement sur le manche de la ventouse. Donc je ne sais pas si vous imaginez la douleur, c'est-à-dire qu'il s'est empalé, quoi. Hein, c'est une sorte de viol à base de ventouse. Le pauvre. On peut parler de sodomie à sec avec un manche en bois. Surtout que c'est rêche, hein, les Donc trucs de ventouse. je peux même pas imaginer la douleur que cet homme a dû vivre. Donc Donc ça a dû le toucher aussi à l'intérieur, ça a dû peut-être toucher des Ah organes. ouais, parce que et- vu la longueur, Ah, c'est-à-dire c'est- qu'il s'est quand même rentré l'intégralité du manche. Donc c'est vrai qu'il a dû se retourner probablement à l'intérieur. Donc sa femme de 68 ans, évidemment, quand elle a entendu son mari hurler de douleur, En elle plus, s'est t'as vu, il a fallu le précipitée. déventouser et tout Ah mais oui, mais pour oui. le lever. Mais c'est ça le truc, quoi. Donc elle s'est précipitée dans la salle de bain, elle a vu son mari qui était en pleurs, parce que bon, il est pas mort, hein, ça faut quand même le préciser, c'est très important. Tant mieux. Heureusement. Donc les services d'urgence ont réussi à le déventouser. Donc il a fallu premièrement enlever la ventouse, effectivement, Bah ouais. puis la retirer du côlon de cet homme, voire de son ampoule rectale. Et donc il a survécu, mais il a quand même passé 8 heures sur le billard Oula. pour réparer les dommages, Oh parce que là là. manifestement c'était très 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 sérieux. Écoutez, j'ai envie de marquer une ultime pause, hein, histoire de digérer tout ça, parce que le coup du hamster plus le coup On donc dit- de l'empalage à base de ventouse, On faut le digère. digérer, voilà, tranquillement. Bref, on continue avec l'insolite et le bizarre avec un scientifique amateur qui a tourné samedi dernier des images, on en parlait tout à l'heure, donc du fameux monstre du Loch Ness. Donc ces images seraient les plus éloquentes jamais obtenues, hein, selon les amateurs de la créature. Donc cet homme s'appelle Gordon Holmes, c'est un chercheur, hein, et donc il s'attendait pas du tout. À la base, il venait pas pour filmer le monstre du Loch Ness, il venait faire des prélèvements, je crois, des observations. Et donc il a filmé une sorte d'objet noir, long, qui se déplaçait sous la surface de l'eau assez rapidement. Donc c'est un technicien de laboratoire et il pensait effectivement que c'était quelque chose de très très inhabituel, et puis ensuite il s'est dit bon ça doit être le monstre du Loch Ness que j'ai capturé sur vidéo. Donc la BBC elle-même, la très sérieuse BBC, a carrément diffusé le document. Et bon, il faut savoir que le Loch Ness, quand même, c'est 230 mètres de profondeur. C'est un lac qui est plus profond que la mer du Nord. Et il y a plus de 4000 témoins déjà qui ont affirmé avoir aperçu la créature depuis qu'elle a été filmée en 1930 pour la première fois par un chirurgien en vacances, donc. Et la légende du monstre du Loch Ness ne date pas du XXe siècle, il faut le savoir. Elle remonte au 5e siècle après Jésus-Christ, après une observation d'un moine, Saint Colomba, qui prétendait avoir vu une créature étrange donc émerger du lac. Alors, concernant le monstre du Loch Ness, ce qu'il faut rétablir comme fait, c'est que si il y a un monstre, et que ce monstre a été observé dès le 5e siècle, vraisemblablement, c'est plus le même aujourd'hui, hein, parce que donc il serait mort. Ou alors il a une longue durée Donc, de vie, effectivement. Parler du monstre du Loch Ness
est considéré qu'il existe, ça revient à dire qu'il n'y a pas un monstre, mais plusieurs monstres, voire une famille entière de monstres dans le lac. Donc c'est pas un seul, complète, quoi. Sinon depuis le temps il serait mort. Et le lac a été dragué plusieurs fois. Il y a eu des tas d'expériences, des tas de tests menés avec les dernières technologies à la pointe. Ça a été sondé par scanner, par radar, tout a été fait, on n'a jamais trouvé de traces du monstre. Pourtant, il y a eu 4000 témoignages, donc encore une fois 4000 témoins qui ont affirmé avoir aperçu la créature. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que le lac est très brumeux, hein, il y a très souvent du brouillard au-dessus du lac. En plus ce lac est immense, donc on ne sait pas trop ce qu'il peut charrier, mais sûrement des troncs d'arbres entiers, des carcasses de bestiaux. Donc c'est vrai que de loin, avec de la brume, on peut parfois croire effectivement qu'il y a une sorte de créature inhabituelle ou de monstre comme ça qui nage sur la surface. Là, la vidéo, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est toute sauf probante. Moi, quand j'ai lu l'article, quand j'ai lu que la BBC elle-même avait diffusé la vidéo, je pensais vraiment que ça y est, on voyait un monstre donc comme ça sortir avec son cou. Non, on voit une espèce de forme allongée et noire glisser sous la surface. Personnellement, je l'ai regardé aussi. On m'aurait dit voilà une branche qui est légèrement sous la surface de l'eau. Je l'aurais trouvé, je l'aurais cru aussi, quoi. Vraiment, c'est comme tu dis, pas très probant. Voilà, donc la polémique et la légende est relancée, mais rassurez-vous, rien de très important. On a carrément débordé. Je suis désolé. Je viens de m'apercevoir. Cette émission est terminée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Restez avec nous sur A juste après ces bruits de scène. Bisous, bye bye. Salut à tous.